Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 20 juin 2018. Bienvenue dans ce webinaire. Comme vous avez pu le lire, aujourd'hui est une journée de transition entre les menaces entre les États-Unis et la Chine, les menaces commerciales entre les États-Unis et la Chine, et en même temps la BOE et l'OPEP qui sont attendus dès demain sur les marchés. Donc cette journée devrait être peu volatile, ou alors si c'est le cas, ça devrait être des événements non attendus euh, qui euh, qui seraient en place, excusez-moi, aujourd'hui. Donc avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour Ramsey, bonjour Phil, bonjour Thierry, j'espère que vous allez très bien. Raymond, bonjour, son image ok, bien écoutez, c'est parfait. Gilles qui me confirme également que le son, que l'image et que le son sont ok. Eh bien écoutez, parfait. Edgy, bonjour, donc Gilles également, Frédéric, François, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Thierry qui nous dit des nouvelles non attendues comme les tweets de Trump. Exactement. Des nouvelles non attendues comme les tweets de Trump, c'est possible. Donc voilà, faut rester prudent. Mais en soi, d'un point de vue du calendrier économique ou du calendrier économique, tout simplement, il n'y a pas grand-chose qui est attendu aujourd'hui. Au niveau du briefing de l'actualité, on a hier soir le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, qui a averti Pékin avoir sous-estimé la décision de Donald Trump d'imposer 10% de taxes supplémentaires sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Sinon, nous avons l'Allemagne et la France, les leaders allemands et français, qui se sont mis d'accord mardi pour créer un budget pour la zone euro, qualifiant cette étape d'un nouveau chapitre pour l'union monétaire. Toutefois, le montant du budget n'a pas été annoncé et les détails seront élaborés plus tard cette année avec les 19 autres membres du bloc. Sinon, d'un point de vue des marchés, on a General Electric qui a perdu sa place dans le Dow Jones, qui est sorti après 120 années dans le plus vieil indice boursier au monde, à cause de très mauvaise performance sur un an. L'action perd 56%, il me semble. Donc voilà, le leader industriel américain a du mal qui était auparavant, un benchmark de l'industrie américaine, et bien est dorénavant à la traîne et perd son rôle de leadership. Et sinon, Mario Draghi, pareil, au niveau de la zone euro, qui a appelé à une approche patiente de la politique monétaire européenne lors du forum des banques centrales à Sintra et au Portugal. Au passage, nous aurons Draghi, Lowe, Powell et pardon. Et donc, Kuroda, excusez-moi, qui s'exprimeront tous les 3-15 h 30. Donc, pour information, Lowe, c'est le gouverneur de la RBA, de la Banque centrale d'Australie. Kuroda de la BOJ, Powell de la Fed et Draghi de la BCE. Donc avant de passer au calendrier économique, place au résumé de la science américaine et asiatique. Hier, le Dixie, qui a encore une fois testé les 95 points, qui a clôturé dans le vert, mais qui n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau. Donc toujours, on voit que le marché n'est pas prêt à franchir les 95 points. On a un dollar qui est donc sous pression tant qu'il est sous cette résistance, ce qui limite le potentiel baissier de l'euro-dollar, du GBP-USD ou même du gold. Le Dow Jones qui perd 1,15, le S&P, le Nasdaq qui perd tous les deux également du terrain, dans une plus faible mesure, le Nasdaq qui, encore une fois, surperforme aujourd'hui. Enfin, qui a surperformé, hier. Au niveau du marché obligataire, on peut voir que le marché obligataire s'est stabilisé, 2,89%. Ça résume assez bien ce marché, cette statistique du marché obligataire, la séance d'hier. Rappelez-vous, hier matin, si on devait résumer la séance, c'était de l'aversion pour le risque, et ensuite, l'après-midi, alors on a eu également l'aversion pour le risque, mais on a eu un rattrapage, c'est-à-dire que le Dixie, qui est le dollar qui est une devise refuge dans ce contexte de guerre commerciale, comme le yen ou le franc, eh bien ont perdu du terrain
en deuxième partie de la journée. Donc les devises refuges, les actifs refuges ont perdu du terrain en deuxième partie de la journée d'hier et on voit très bien le rendement du 10 ans qui a clôturé stable alors qu'il était en baisse en début de journée. Et ce matin, on a le yen, le gold qui recule et on voit le nickel, le Hang Seng qui progresse. Donc, vous voyez, on a eu un changement entre hier matin et aujourd'hui. Je dirais pas qu'il y a de l'appétit pour le risque, mais c'est simplement un rééquilibrage. On va le voir dans un petit instant, mais ce matin, la devise la plus performante, c'est la UD. Simplement parce que les actifs exposés à la guerre commerciale, les plus exposés à la guerre commerciale, ont beaucoup subi lundi et même depuis vendredi. Donc les deux précédentes séances, les devises liées aux relations commerciales sino-américaines ont ont pas mal chuté voilà, ces dernières séances. Et donc là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est simplement, j'ai envie de dire, un rebalancement. Ça va pas revenir au point d'entrée, enfin au prix du début de la semaine dernière, mais voilà, on a un petit rebond qui est technique. Donc je n'appelle pas ça de l'appétit pour risque, c'est juste voilà une réaction du marché qui est tout à fait normale, qui est de payer parce que le prix à court terme est à un niveau attractif. Voilà, c'est des phases de respiration, tout simplement. C'est des phases de respiration. Dans chaque tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, il y a des phases de respiration. Et donc au niveau du calendrier économique, comme on peut constater, pas grand chose attendu. Demande de prêt immobilier MBA attendu à 13h pour les États-Unis. 15h30, discours de Draghi, Powell, Kuroda et Lowe à Sintra au Portugal dans le forum, je vous rappelle, des banques centrales. Et sinon, 16h, vente de logements existants, 16h30, stock de pétrole brut. Attendu en baisse. Pas attendu en baisse, excusez-moi, il n'y a pas le consensus, c'est la précédente publication qui était en baisse. Voilà, donc journée plutôt calme, normalement, sur les marchés. Restons quand même prudents. Calme, mis à part le pétrole, le marché devrait continuer à spéculer sur la décision qui sera annoncée par les membres de l'OPEP vendredi matin. Donc les membres de l'OPEP commencent à se réunir dès demain et donneront leur décision vendredi matin sur la prochaine étape du cartel. Donc mis à part le pétrole et le GBP, pourquoi le GBP? Parce que nous avons l'amendement de Theresa May, les propositions de Theresa May qui repartent à la Chambre des Lords, étant donné qu'elle a été refusée au Parlement. Voilà, donc mis à part le GBP et le pétrole, nous ne devrions pas connaître de mouvements conséquents sur les marchés. Donc là rapidement, regardons les devises les plus fortes. Vous voyez que ce matin c'est l'AUD, le NZD, le CAD. Bon, le CAD ne progresse pas, mais bon, l'AUD qui est la devise la plus forte, alors que c'était la devise la plus faible hier, et à l'inverse, CHF, Euro, GBP qui sont encore, par contre, les plus faibles. Voilà, le GBP, le CHF et l'euro ne réagissent pas à la guerre commerciale. Enfin, le CHF si, qui dit tension commerciale et même tension géopolitique dit hausse du franc suisse. Par contre, le GBP et l'euro n'ont pas vraiment ne sont pas vraiment influencés par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ce qui se passe, c'est que on a des discours accommodants de la part des différents membres de la BCE ces dernières semaines, ce qui fait pression sur l'euro. Et pour le GBP, eh bien c'est la situation du Brexit au sein même du Royaume-Uni, au sein du gouvernement, enfin au sein des députés et du gouvernement britannique qui fait pression tout simplement sur la livre parce que il y a de plus en plus une scission. Donc voilà, l'euro et le GBP ne sont pas à la baisse à cause de la guerre commerciale, hein, c'est simplement parce que leur situation de la zone euro et du Royaume-Uni sont plutôt tendues en ce moment. Mais sinon, on voit très bien que le yen, si on exclut le GBP et l'euro, yen, CHF qui étaient les deux devises les plus haussières hier, sont les deux devises les plus baissières ce matin, mis à part encore une fois le GBP et l'euro. Et les deux devises les plus haussières, c'est l'AUD et le NZD, alors que c'était les deux devises les plus baissières hier. Voilà, donc on a clairement et tout simplement un inversement léger
j'ai bien léger parce que ce qu'on avait hier, c'était vraiment une forte hausse du yen et une forte baisse de l'AUD. Là, c'est quand même un rebond, mais dans une plus petite mesure, dans une plus faible mesure que ce qu'on avait hier. Donc voilà, c'est simplement un rebond technique, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc l'AUD qui surperforme euh, l'ensemble des devises majeures, et donc ça pourrait offrir des points d'entrée intéressants pour vendre l'AUD si on spécule sur une escalade, poursuite de l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Vous voyez le yen qui est revenu proche de ses sommets de l'année, le NZD qui a perdu terrain depuis la semaine dernière, l'AUD qui rebondit sur cette oblique, l'euro, eh bien vous voyez pas grand chose d'intéressant, le RSI qui a buté sous 50 hier, le GBP c'est pareil, on n'a pas de signaux, vous voyez, voilà c'est exactement cela dont je vais vous faire voir. On a eu la hausse du franc à cause de l'escalade des tensions commerciales sino-américaines, et ce matin qu'est-ce qu'on a? On a une petite prise de bénéfice. Le yen, c'est pareil, hausse du yen à cause de l'escalade des tensions, petite prise de bénéfice. Donc rien de bien méchant. C'est pas pour autant qu'il faut passer à la vente sur le yen ou le franc, pas du tout. Par contre, la UD yen, du coup, les stratégies vente de UD yen sont totalement justifiées. Alors, je vais juste terminer sur l'USD Index qui a cassé un niveau de résistance, pas le Dixie, l'USD Index, et le CAD qui continue à baisser, sous pression à cause du pétrole et des tensions commerciales américaines. Et donc la UD yen, léger rebond qui pourrait offrir un point d'entrée intéressant si vous voyez il revient vers les 82. Où a eu lieu ce rebond? Eh bien il a eu lieu à son plus bas de l'année, vers les 80-60. Voilà. Toutefois, on n'a pas de, on a eu le breakout. Donc là, ce qu'on a, c'est un simple pullback. C'est un simple pullback, vous voyez, en bas de ce drapeau. Donc rien de bien méchant encore une fois. Je pense qu'il faut plutôt profiter de ce pullback pour s'insérer à la vente sur la UD yen. Si bien évidemment vous avez plutôt une opinion comment dire pessimiste, ou en tout cas négative sur les futures relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Alors sur DailyFX, tu as fait un papier sur la réunion de fin de semaine de l'OPEP. Tu as émis l'idée que la Russie pourrait siéger à l'OPEP. D'où te vient cette hypothèse et penses-tu que tous les autres membres dont l'Iran pourraient l'accepter au vu de la guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie contre l'Iran sur l'augmentation ou pas de la production de barils? Alors c'est pas mon idée, hein, le fait que la Russie pourrait siéger à l'OPEP, c'est des idées émises par différents analystes relayé par Bloomberg ou Reuters. Donc voilà, ce n'est pas mon idée. Hein. Voilà, je me permets pas de mettre cette idée ce type d'idée dans mes articles, mais donc voilà, la Russie pourrait siéger après avoir collaboré pendant 2 ans parfaitement avec l'OPEP. C'est un scénario qui est possible, c'est pas fait, c'est pas sûr que ça va être fait, mais en tout cas c'est un scénario possible d'un point de vue de plusieurs analystes et de plusieurs hedge funds. Voilà, donc je préfère juste le souligner l'hypothèse. Après, est-ce que l'Iran, le Venezuela, ceux qui sont contre une augmentation de la production de barils pourraient accepter cette proposition? Personnellement, si je vais donner mon opinion, je pense que oui, étant donné que la Russie, si elle vient dans l'OPEP, c'est un contrôle supplémentaire du marché du pétrole. Vous savez que l'OPEP a perdu quand même pas mal de parts du marché. Donc si on a la Russie qui est le premier producteur mondial de pétrole en 2007, eh bien rejoint l'OPEP, ça donnera une crédibilité supplémentaire, une influence supplémentaire au cartel, tout simplement. Donc oui, je pense que si la Russie souhaite entrer dans l'OPEP, il y a peu de chances, ou en tout cas je ne comprendrais pas réellement pourquoi l'Iran et le Venezuela refuseraient. Stratégiquement, je pense qu'il y a tout à accepter que la Russie rejoigne l'OPEP. Après voilà, faut être conscient que chaque pays défend ses propres intérêts. Donc si ça affecte bien évidemment l'Iran, si ça affecte le Venezuela, eh bien oui, il pourrait
poser leur veto. Mais je pense plutôt que la Russie si elle le souhaite, elle a de fortes chances de rejoindre le cartel. Donc voilà, UDIN, rapidement, on vend le pullback. Tout simplement. Ce pullback, on le vend. Pareil, la UDCHF, un pullback qui peut être vendu jusqu'à, eh bien, vous voyez cette oblique légèrement haussière vers les 0,70, 72, 70. On fait un tour des paires majeures, l'eurodoll, pas très intéressant à court terme, mais je pense qu'en intraday, vraiment day trading, voire swing, mais de très court terme, le plus bas de la veille peut être un objectif intéressant. Je n'anticipe pas de franchissement des 1,15, mais vous voyez, un retour au plus bas de la veille me semble possible. Le JBP USD, vous voyez, souffre un petit peu plus ces dernières séances. D'ailleurs, si on regarde l'euro JBP, il est haussier, ce qui veut dire que l'euro surperforme la livre ou que la livre sous-performe l'euro. Voilà, c'est une différence de point de vue, mais en tout cas, ça revient au même. Donc en tout cas, le GBP sous-performe la monnaie unique, sous-performe également le dollar. Et vous voyez qu'il teste ce matin cette oblique qui vient chez tous les points bas depuis 2007. Un peu comme l'oblique haussière de l'euro-dollar. Vous voyez cette oblique haussière de l'euro-dollar. Point bas de 2017 qui ont été dépassés. GBP USD, point bas 2017 qui sont testés. Donc si on a une clôture sous cette oblique, ce sera un signal baissier jusqu'à 1,30. Qui je pense devrait être atteint. Au niveau de la BOE demain, aucun analyste interrogé par Reuters prévoit une hausse des taux. Donc, on va dire que les expectations, les attentes du marché sont extrêmement basses. Donc, la possibilité de surprendre négativement le marché est assez limitée. Donc, je dirais que le potentiel haussier est peut-être un petit peu plus important que le potentiel baissier demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement acheter le GBP. Mais vu que les attentes sont plutôt basses, plutôt faibles pour demain, pour la BOE demain, eh bien la possibilité que le marché soit surpris négativement est plutôt faible. Alors j'ai une question sur l'argent que je vais répondre dans un tout petit instant, une fois que je passerai sur les matières premières. Le NZD-USD, pareil, je pense que c'est une devise qui peut se shorter face au dollar ou face au yen, étant donné que c'est une devise qui a un rendement quand même élevé, et qui dépend des tensions commerciales, enfin des relations commerciales sino-américaines, tout comme la UD. Bien évidemment, l'impact est un petit peu plus faible, étant donné que le commerce entre l'Australie et la Chine est beaucoup plus important qu'entre la Nouvelle-Zélande et la Chine. Donc la UD est beaucoup plus impactée que le kiwi, que la Nouvelle-Zélande de ces tensions, mais ça c'est quand même une devise à shorter lorsqu'il y a une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. Donc NZD-USD, c'est possible de le vendre jusqu'à 0, voyez, 0,68 50 à peu près. Maintenant, NZD Yen semble beaucoup plus intéressant. Si vous voulez vraiment acheter, vendre du NZD ou de la UD, ça se fait face au Yen. Hein. Ça se fait face au Yen. Donc, ceux qui ne veulent pas vendre la UD Yen, vous pouvez vendre le NZD Yen à 75. Enfin, jusqu'à 75, excusez-moi. L'USD4 qui marque un plus haut, vous voyez, qui marque un plus haut d'un an. Donc sorti par l'euro de ce canal, ce qui indique une phase d'excès. Donc c'est pas un signal vendeur, mais c'est une phase d'excès. Donc surveillons de près l'action du RSI. Vous voyez qu'à chaque fois que le prix avait atteint cette oblique, à la parallèle de ce support, on avait des divergences. Donc c'est possible que l'USD4 peine à continuer à progresser et qu'au final on ait une baisse avec une divergence qui précède la baisse du prix. L'USD-CHF, toujours baissier jusqu'à 0,98. Alors faut bien comprendre que l'USD-CHF et l'USD-Yen sont neutres malgré ce climat d'aversion pour risque. En fait, c'est parce qu'il y a ce climat d'aversion pour risque que l'USD-CHF et l'USD-Yen sont tous les deux neutres.
Je le répète, mais le dollar, dans ce contexte de tension commerciale, que ce soit avec la Chine, avec ses partenaires de l'AENA ou avec l'Europe, eh bien, le dollar est une devise refuge dans ce contexte. Pourquoi? Parce que le protectionnisme affecte bien évidemment l'économie mondiale, l'économie européenne, asiatique, canadienne, mexicaine, peu importe, également celle américaine, mais dans une plus faible mesure. Voilà. Donc l'impact économique est plus faible sur les États-Unis en cas de guerre commerciale. Donc l'USD est une devise refuge dans ce contexte. En plus des autres devises refuges que nous connaissons et qui sont d'un point de vue historique, le yen et le franc. C'est pour ça que l'USD CHF et l'USD yen n'ont pas vraiment de tendance malgré cette aversion pour le risque. Par contre, si vous regardez l'euro yen a clairement une baisse. Voilà, donc pour ce qui est du FX, est-ce qu'il y a une stratégie du jour? Moi, la seule stratégie que je retiendrai, c'est profiter de ce rebond ce matin, enfin de ce rebalancement, vous appelez ça comme vous voulez, aversion, tendance de court terme, pour s'insérer à la vente sur l'AUD et le NZD face au yen. Donc, vente AUD yen, vente NZD yen. Si vous voulez pas acheter du yen, vous pouvez acheter du franc suisse ou du NOK, la couronne norvégienne. Regardez, avec des NOK que nous n'avons pas. 4 NOK avec des NOK. Non, donc on n'a pas de la des NOK, dommage. NOK. Bon, 4 NOK. 4 NOK, 4 yens. On va regarder, on va les superposer. Regardez 4 notes et 4 yens. Vous voyez, c'est deux devises, deux paires extrêmement corrélées. Donc, vous imaginez bien que la UDNOC, c'est pareil. Bon, il n'y est pas, je ne sais pas pourquoi nous ne l'avons pas. Mais bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le NOC, la couronne norvégienne, et eh bien, c'est une devise refuge, tout simplement. Parce que c'est une devise liquide, avec des faibles taux. Alors, Edgy qui nous demande, j'ai du mal à comprendre l'USD et le yen pourquoi l'USD et le yen sont tous les deux des valeurs refuges. Alors, le yen, c'est une valeur refuge parce que déjà il y a des très faibles taux d'intérêt. C'est extrêmement liquide. Enfin, c'est une devise extrêmement liquide. Hein. Et en plus de cela, on a la majeure partie de la dette japonaise, je ne me souviens plus le chiffre exact, de tête ça doit être autour des 75 à 80% de la dette japonaise qui est détenue par les Japonais. Donc, vous imaginez bien que si les investisseurs étrangers veulent se retirer du Japon, les taux vont rester plutôt flat. Parce que de toute façon, les particuliers, les entreprises japonaises n'ont pas arrêté d'emprunter au Japon. Vous voyez. Donc, plus, on va dire, il y a un tas de facteurs qui caractérisent une devise refuge, mais enfin un actif refuge. Mais dans ce contexte-là, le yen, devise liquide, faible taux d'intérêt et dette majoritairement détenue par eh bien par les Japonais. Pour ce qui est du dollar, alors c'est uniquement une devise refuge dans ce contexte de tension commerciale, parce que comme je l'ai dit, tension commerciale ont un impact sur le monde entier, mais dans une plus faible mesure sur les États-Unis. En tout cas pour le moment.
Voilà, Thierry qui nous dit exactement, la dette japonaise c'est pour la dette, c'est comme la dette italienne, ce sont les habitants du pays qui en ont la majorité. Voilà, par contre là, il me semble que le pourcentage de la dette italienne est enfin détenue par les Italiens est plus faible hein, que celle détenue par les Japonais. Enfin, que la dette du Japon détenue par les Japonais. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, je ne sais pas si on a. Alors, un site que vous pouvez mettre en favori, Trading Economics. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, gouvernement. Alors, dette. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Pardon. Alors non, il n'y est pas. Il ne l'est pas. Nous n'avons pas la détention, pourcentage de détention dette du pays par les habitants. Là, ce que nous avons, c'est la dette des ménages par rapport au PIB. Donc non, nous n'avons pas sur ce site. Très dommage. Monnaie. Non. Alors l'Italie. Alors j'avais de toute façon, j'avais tweeté, enfin retweeté hein, une fois au niveau de la dette. Donc il me semble que c'est à peu près de tête 60% de la dette italienne qui est détenue par les Italiens. Donc c'est plus faible quand même que les Japonais pour la dette du Japon. Maintenant de toute façon que les Italiens détiennent 60% de la dette du Japon, c'est pas pour autant que ça va rendre l'euro une devise refuge. Vous voyez, parce que c'est que l'Italie. C'est que l'Italie et moi, j'aimerais bien vous montrer le graphique. Graphique qui montre en fait qui possède la dette des pays de la zone euro, qui est très intéressant. Alors, c'était un retweet, donc bon, je chercherai ça pour la prochaine fois, mais bon, je chercherai ça, il est très intéressant. Bref, en tout cas, NOK, Yen, franc sont des devises refuges historiques. Maintenant, dans ce contexte de guerre commerciale, l'USD est également une devise refuge. C'est pour cela que l'USDN et l'USDCHF sont tous les deux flat. Voilà. Et même l'USD NOK, hein, probablement. Je regarde jamais le NOK. Hein. Je ne regarde jamais, donc je vais vous dire ça. USD NOK. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'USD Yen. Hein. Regardez, USD NOK, USD Yen. On a globalement la même tête. Et comme l'USD CHF. Hein. Vous voyez, on retrouve les mêmes mouvements. Bref, on passe au marché action. S'il y a des questions sur la FX, n'hésitez pas, même des questions sur d'autres actifs. Je passe sur le marché action et ensuite les matières premières. Au niveau du Nikkei, vous voyez, on a un rebond sur la moyenne mobile à 200 périodes. Rebond sur celle-ci. Ce matin, on a un test des 22 507 points, niveau de résistance important. L'Eurostoxx 150 qui également rebondit très légèrement, avec un gap haussier, mais vous voyez qu'on n'a pas vraiment de mouvement depuis le gap haussier. 3400, je pense qu'ils peuvent être atteints, pas parce qu'on a ce rebond
que voilà, on a fait le point bas. Je ne pense pas en tout cas. Je pense que le plus bas, vous voyez, du mois de mai, ce récent plus bas, peut être à nouveau atteint dans, eh bien encore une fois, ce contexte de guerre commerciale. Le CAC, de même, on a un rebond. Enfin, la moyenne mobile à 200 périodes a été payée hier, comme vous pouvez le constater, en intraday. Donc on a encore une baisse, pardon, on n'a pas de gap haussier cette fois-ci. On a une baisse, donc possible baisse jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours, et qui correspond également au plus bas, vous voyez, au plus bas du mois de mai. Plus bas du mois de mai, enfin le récent plus bas, c'est le premier niveau de support majeur. C'est les 5375 points. Le DAX, pareil, on a eu ce plus bas, ce récent plus bas qui a été payé hier. Je pense qu'il peut être réatteint ce matin. Enfin, ce matin dans la journée. Maintenant, ça va beaucoup dépendre du pétrole, la tendance du pétrole, la tendance de l'euro, la tendance des taux et bien évidemment des commentaires sur les relations commerciales sino-américaines. Pour un moment, l'euro, on le voit, il est en légère baisse, ce qui est bon pour les marchés actions européens. Le pétrole est en légère hausse, ce qui est bon pour les marchés actions européens. Et on a les rendements le rendement du Bund, alors, 10 ans, le rendement qui est mitigé. Et vous voyez, regardez le rendement en baisse de vise refuge, actif refuge, encore une fois. Si on a un rendement qui est en baisse, on a l'obligation qui est en hausse. Le prix de l'obligation, prix du coupon qui est en hausse. Donc, rendement à 0,375, stable. Donc, c'est pas baissier. C'est donc bon pour les marchés actions européens. Donc ce matin, on a plutôt des indicateurs dans le vert qui suscitent de l'intérêt haussier pour les marchés actions. Maintenant, voilà, le climat, si on doit faire un bilan, si on doit moyenner un petit peu le climat, si on devait le résumer, il est plutôt tendu. Donc voilà, les stratégies acheteuses, c'est vraiment à prendre avec à utiliser avec parcimonie et parce que voilà, le climat peut rapidement s'inverser. Au niveau Wall Street, c'est pareil, on a une petite phase de respiration. Vous voyez, on a une petite phase de respiration et voilà, les niveaux de support de toute façon se payent à court terme. L'or à 1272, que faire? On avait parlé, enfin j'avais parlé d'acheter l'or en début de semaine, oui. Oui, maintenant, voilà, le problème de l'or, c'est que, eh bien, on a la version pour risque enfin, la hausse, l'impact haussier de l'appétit pour risque, de la version pour risque, eh bien, est contrebalancé par la hausse du dollar, ce qui est un petit peu paradoxal. C'est un petit peu paradoxal parce que les deux sont alimentés par la guerre commerciale. Donc finalement, l'or, pour le moment, n'a pas vraiment de tendance. Maintenant, techniquement, tant que le Dixie bute sous 95, tant qu'il bute sous 95, j'ai envie de dire que le potentiel baissier du dollar me semble plus important que le potentiel haussier. Si demain on a un breakout des 95 points sur le Dixie, dans ce cas-là, on pourra revoir, ça remettrait en cause les stratégies haussières sur le gold. Mais tant que le Dixie ne franchit pas les 95 points, le gold ne devrait pas beaucoup s'enfoncer. Alors Thierry qui m'a envoyé un de mes tweets. Si vous l'avez trouvé, écoutez, vous êtes génial. C'est parfait. C'est parfait. Je vois que vous me suivez, Thierry, parce que donc c'était le 16 mai. Donc parenthèse sur le taux, la dette détenue par chaque par différentes classes de personnes à la fin de juin 2017. Donc ça a peu changé. Hein. Ça peut paraître lointain, mais ça a un peu changé. Je vous rassure. Donc au niveau de la zone euro, déjà, au niveau de la zone euro, on a 30% de la dette qui est détenue par les EA, ce qui est Euro Area. Donc c'est la zone euro. Donc 30% qui est détenu par les investisseurs de la zone euro. On a 20% qui est détenu par les non-investisseurs, non EA investisseurs, donc les investisseurs hors zone euro. Et on a 50% qui est détenu par les non-résistants.
Donc, pardon, ça fait tac tac. Donc 50% qui est tenu par les non-résidents, 50% par les résidents. Donc, c'est plutôt équilibré. Et vous voyez que le plus haut niveau de détention, donc c'est la Grèce, mais en même temps il y a pas beaucoup d'étrangers qui veulent prêter à la Grèce, et il y en a beaucoup qui ont retiré leur créance, donc c'est tout à fait normal que ce taux est élevé. Mais si on exclut la Grèce qui est un cas impart, l'Italie, vous voyez, qui a le taux le plus élevé de détention de la dette par les résidents. Et le plus faible, on voit, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Oula. Les Pays-Bas, excusez-moi. Pays-Bas 31%, suivi par l'Allemagne. Voilà, donc il est très intéressant ce graphique, je vous invite à le télécharger, je sais pas, le mettre dans favori, peu importe, mais il est très très intéressant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, voilà. Donc, merci Thierry pour avoir retrouvé ce tweet. Alors, François qui nous dit RSI du gold. Le RSI du gold, oui, arrive en zone de survente. Maintenant, c'est pas parce qu'il arrive dans une zone de survente qu'on va avoir un rebond. Ça alerte. Une zone d'excès, ça alerte. Que ça soit au niveau du prix ou au niveau du momentum. Alors, où sont les zones d'excès d'un point de vue momentum? Eh bien, les figures chartisme. Par exemple, lorsqu'on a un franchissement d'un canal haussier, comme ce qu'on a sur le SD-CAD, ça, techniquement, c'est une zone d'excès. On a un canal, le cours dépasse la borne haute de son canal, c'est une phase d'excès au niveau du prix. Et on a une phase d'excès au niveau du momentum également. Ce n'est pas pour autant qu'il faut passer directement à la vente sur SD4. Eh bien, c'est pareil pour l'or. Pas parce que le prix arrive, qui est à 30, que le momentum est à 30 et que le prix est à un plus bas depuis 6 mois, qu'il faut obligatoirement acheter l'or. Tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, il n'y a pas de raison d'acheter l'or. Voilà. Si on a une jambe de baisse sur le DXY, dans ce cas, on aura une jambe de hausse normalement sur l'or. Et donc, du coup, ce sera possible d'acheter l'or. Tant qu'on n'a pas de signaux, simplement, on n'a pas, je ne vois pas comment on peut acheter l'or. Je pense que c'est beaucoup trop risqué d'essayer d'avoir le point le plus bas et de vendre au point le plus haut. C'est l'idéal, mais si on essaye, sur du long terme, c'est pas possible de gagner sur le forex parce que la perfection n'est pas atteignable sur les marchés. Donc voilà, à force d'essayer de chercher d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, eh bien on ne finit jamais par le faire et on prend des risques inutilement. Donc autant attendre le petit rebond, se mettre dedans, vendre dès que ça arrive en zone d'excès et attendre. Bon, en tout cas c'est ma philosophie d'un point de vue des marchés. Ce qu'on peut voir techniquement un petit peu, regardez, c'est alors une pseudo zone de support. Voilà, on a un petit canal baissier. Nous avons un petit canal. Donc voilà, l'or, j'ai envie de dire, oui, moi je crois à la hausse. Maintenant, tant qu'on n'a pas les signaux, d'un point de vue trading, c'est compliqué d'acheter l'or. Et pour le pétrole, alors je vais pas m'exprimer sur le pétrole parce qu'il est dans une phase très volatile et non directionnelle comme vous pouvez le constater, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de trader le pétrole avant l'OPEP, étant donné que personne ne sait à quoi va aboutir la décision des membres et de la Russie. Donc voilà, l'OPEP, on a des bornes. On a des bandes que j'ai annoncées hier, que je répète tout de suite. 64 dollars sur le brut comme niveau de support. 66, comme 67 comme résistance. Sur le Brent, support à 72 et résistance autour des 76. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut trader ces bornes? C'est à vous de voir. En tout cas, plus la date, oui, on arrive proche de la date, plus la volatilité et la réaction du marché devrait être élevée. Et au niveau de l'argent, donc Thierry qui nous dit que penses-tu de l'argent qui est en range depuis le début de l'année? Sa tentative de sortie par le haut de la semaine dernière a été invalidée par une belle bougie baissière en journalier. Alors l'argent corrèle à l'or, ça faut le savoir, hein, à hauteur de plus de 90%. Donc quand on parle de l'or, on parle également de l'argent. Maintenant oui, l'argent n'est pas sorti de son range alors que l'or l'a fait. Vous voyez que l'or était en range entre 1300 et 1360
en début d'année, il en est sorti à la mi-mai, donc il y a un mois. L'argent n'est pas sorti de son canal. Donc voilà, le support, pareil, un support à 16,20, 16,20. C'est un niveau de support, comment dire, sur du moyen terme qui peut se payer. En tout cas, c'est celui-là que j'annonce depuis maintenant le début de l'année, hein, il me semble. Donc voilà. Et d'ailleurs, on avait parlé, rappelez-vous, d'une force relative, d'une surperformance de l'argent face à l'or lors des prochains mois, prochaines années. On regarde ce que ça en est. XAUUSD divisé par XAGUSD. Hop. Et là, on voit quoi? On voit que c'est le troisième mois de baisse pour cette force relative. Vous voyez, il y avait une résistance. Donc, résistance. Donc là, on a, si vous voulez payer un actif, un métaux refuge, un métal, pardon, excusez-moi, un métal refuge, donc soit l'or, soit l'argent, en clair, eh bien, cette force relative nous indique que la vente, l'achat de l'argent est sans doute mieux que acheter de l'or dans cette période d'aversion pour le risque. Donc voilà, l'argent en tout cas devrait faire une meilleure performance que l'or au vu de cette force relative. Donc voilà, 16,22 sont, enfin cette zone de prix entre 16 et 16,22, eh bien c'est un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Et vous voyez viser tout simplement cette oblique baissière en rouge qui vient chercher tous les points bas depuis le 11 septembre 2017. Voilà donc achat entre 16 et 16,22 que je vais mettre illustré devant vous. Voilà, achat vers cette zone de prix et prise de bénéfice sur du court terme à 17 et quelques. Voilà, et on voit qu'on a une oblique sur laquelle le cours est proche. Donc c'est possible également d'acheter techniquement l'argent à ce niveau de prix. Comment ça marche la force relative à ton cet indicateur sur notre plateforme? Alors, si vous dites notre plateforme, vous faites référence à PRT, oui, nous l'avons, regardez. XAG, indicateur, force relative, on ajoute, on va mettre de l'or, et là on a la force relative. Donc là il est inversé parce que c'est l'argent versus l'or. Alors ce qu'on avait avant, ici c'est l'or versus argent. Donc c'est juste inversé. Si je me mets sur l'or et que je demande la force relative de l'argent, enfin avec l'argent, pardon, eh bien on a la même chose. Voilà, en ce moment mensuel, et on a exactement la même chose. Donc, résistance ici. Donc là c'est une zone où techniquement c'est possible hein, de faire de l'analyse technique sur la force relative, hein, comme vous le savez. Mais donc là techniquement on a plus de chances que eh bien cette courbe relative baisse et donc que l'or sous-performe l'argent. Voilà. Et pour terminer le Bitcoin, euh, donc Bitcoin. Bon bien vous voyez, petite consolidation hein, clairement. Petite consolidation au plus bas de l'année qui a déjà été testé. C'est le troisième test depuis le début de l'année des 6 400 $. Voilà un momentum qui est plutôt haussier, ce qui indique que le prix a plus de chances quand même d'être orienté à la hausse. Donc là je pense que le prix va aller chercher les 7 000 $ d'ici la fin de semaine, ce qui serait une bonne chose pour le prix du Bitcoin et ce qui pourrait par la suite provoquer une hausse jusqu'à pourquoi pas 7 826 qui est une résistance majeure, puis les 10 000. Voilà, donc de toute façon, tant que le Bitcoin se maintient au-dessus des 6 000 $, mon opinion est plutôt haussière.
Et donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça aura été clair. Donc, en résumé, journée de transition. On a, on va dire, un inversement des tendances qu'on a connues ces dernières séances depuis le milieu de la semaine dernière. Encore une fois, c'est une journée de transition. Ne prenons pas ces inversements de tendance comme un changement. C'est juste une phase de respiration. Et je pense que les tendances, de toute façon, c'est les tensions commerciales qui dictent les marchés en ce moment. Donc voilà, faut suivre l'épisode des discussions, si on peut appeler ça des discussions, mais en tout cas des relations entre la situation entre les États-Unis et la Chine pour trader les marchés. Mais je pense que le potentiel baissier, le potentiel de dégradation des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine ou envers ses autres partenaires économiques est plus important qu'une amélioration de celle-ci. Donc, pour cette raison, je reste baissier sur la UD, baissier sur la NZD, même baissier sur le CAD face aux devises refuges, aux devises comme le yen ou le franc. La force relative peut être utilisée sur les indices, par exemple DAX et CAC ou Eurostoxx et S&P. Exactement Thierry, on peut l'utiliser. On peut tout à fait l'utiliser. Et j'ai une question sur GBP USD, GBP Yen. Donc GBP USD, comme je l'ai dit, GBP sous-performe l'euro, sous-performe le dollar. On a une baisse. Toutefois, techniquement, le GBP USD teste cet oblique qui a cherché tous les points bas depuis les deux plus bas de 2017. Donc c'est à surveiller. Si on a un breakout de cet oblique, ce sera clairement un signal baissier jusqu'à 1,30 qui, je pense, sera atteint. Je pense qu'il sera atteint, mais techniquement, il faudra la clôture sous cet oblique pour avoir un signal baissier exploitable d'un point de vue trading. Parce que pour le moment, ce qu'on a, c'est un GBP sur support. Et le GBP Yen, le GBP Yen, voilà, subit encore plus, étant donné que le Yen, c'est la devise qui surperforme. Donc GBP Yen, retour, vous voyez, à 145. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que je suis baissier sur le GBP Yen. Voilà, comme vous le savez, moi, pour les prochains mois, s'il y a une devise que je devais payer, ça serait le Yen. Tac. Donc là, on a peut-être un canal, je ne sais pas. Tac. Pas vraiment de canal, hein. Pas assez testé pour dire que c'est un canal. Vous voyez qu'on a 2 points de contact. Si on n'en a pas, voilà, on peut l'enlever. Je vais laisser cette légère résistance juste pour, voilà, la mettre, la montrer au cas où que le prix revient. Mais bon, on n'a que 2 points de contact, donc bon. Bon, donc GBP Yen, de toute façon, c'est baissier, hein. Baissier, je pense un retour au récent plus bas vers 143 et quelques est possible sur du court moyen terme. Alors maintenant, il faut bien savoir que on a la BOE demain. On a la BOE demain et ce n'est pas impossible qu'on ait un léger rebond de la livre en fin de semaine à la suite de la BOE, étant donné que les attentes de la part des investisseurs et des analystes au niveau de la BOE, eh bien, sont très faibles, ces attentes. Donc, étant donné qu'elles sont faibles, c'est compliqué de décevoir le marché. Vous voyez, si vous imaginez à l'école, votre objectif c'est d'avoir 2 sur 20, eh bien pour avoir moins de 2 sur 20, c'est compliqué. À part sinon faut le faire exprès, mais donc voilà, les attentes, c'est un petit peu pour illustrer, hein, c'est cette logique derrière, c'est comme ça que réagissent les marchés, hein, c'est uniquement comme ça que réagissent les marchés. C'est au niveau des expectations, tout le temps les attentes. Donc plus les attentes sont basses, plus la possibilité d'être surpris positivement est élevée. Et à l'inverse, plus les attentes sont élevées et plus la possibilité de décevoir est importante. C'est pour ça que lorsqu'on a une probabilité d'une hausse des taux de la Fed à 90%, le risque baissier domine. Parce que, ça y est, ce scénario a déjà été intégré au prix et donc, eh bien, augmenter cette probabilité, c'est compliqué. Avoir plus de 18 sur 20, viser 18 sur 20 et avoir plus de 18 sur 20, c'est plus compliqué qu'avoir au-dessus de 2 sur 20. Donc voilà, c'est exactement la même logique. Voilà donc pour ce point de marché, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis ce soir peut-être pour un webinaire éducatif, regardons cela. Non, vous retrouvez Yoav Nizar ce soir pour un webinaire éducatif. On se retrouve donc demain matin pour mon prochain point de marché. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain.